Bernard Tirsiot, on sait que bon, vous avez été connu surtout par le Passeur de lumière, ce premier roman, mais ça ne vient pas comme ça, le Passeur de lumière, c'est beaucoup de travail avant, et c'est un parcours. Alors on va refaire un peu ce parcours, enfin avec les grandes lignes, hein. Vous êtes là, vous faites des études de droit à un moment donné, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis vous faites des travaux de verrerie, vous allez commencer à vous intéresser à cela, qui va être au cœur même de ce premier roman. Vous êtes un maître verrier aujourd'hui, mais vous êtes aussi un auteur, un acteur, un metteur en scène, un chanteur, un compositeur. C'est 1000 choses à la fois. Vous avez une silhouette de Templier, tout le monde dit ça. Est-ce vrai? Je ne sais pas, je me vois pas. Je ne regarde Pas pas pour trop. l'instant, en tout cas. Et puis il y a Martin Roux, près de Fleurus, avec Pascal, votre épouse. Vous animez vous faites un théâtre, enfin un théâtre public. Et ce théâtre, c'est un peu votre élément de départ. C'est un théâtre privé d'abord. C'est Oui. vraiment un théâtre que j'ai construit De vos mains. de mes mains, oui. Comme vous construisez vos romans de vos mains aussi. Ben, je suis d'abord un manuel, en fait. Pour tout dire, j'ai vraiment glissé dans la littérature. Ça ne devait pas se passer comme ça. Rien ne m'y prédisposait. J'ai eu à un moment donné cette envie d'écrire l'histoire du père de mon art, parce que j'étais toujours devant des vers de couleur qui m'éblouissaient comme ça, que je trouvais merveilleux, et je cherchais un petit peu à connaître leur histoire, et comme je ne l'ai pas trouvé dans les livres, il a bien fallu que je l'écrive, et c'est comme ça qu'est né le Passeur. Et vraiment, je dirais même, sans stylo, sans papier, il est né derrière ma palette de couleurs, les 700 couleurs que j'ai là, dans un coin de mon atelier. 700 couleurs? Maintenant, j'en ai même plus. Est-ce qu'elles ont un nom, ces couleurs? Au début... Parce que ça, c'est un truc qui me fascine toujours. Oui, au début, il y avait de coquetterie. Comme ça. Oui. Je leur donnais des noms. Par exemple, pour les rouges, il y avait Amarante, Vermillon, Ponceau, oui. Carmin, Cerise, etc. etc. Oui, je faisais vraiment tout. Et puis, à un moment donné, j'en ai été le manger. 70 rouges différents. Ça devenait trop. Donc, il y a eu des lettres. Et puis, après les lettres, il y a eu des lettres et des chiffres. Et maintenant, c'est un petit peu... Pourtant, c'est fascinant de pouvoir nommer les couleurs. Et oui, il faudrait vraiment agrandir le vocabulaire là. Oui. Il n'existe pas, il faudrait le créer. Vraiment. Oui, il faudrait le créer. Quand on voit par pour exemple... les rouges, on a combien de mots? Bernard, quand vous allez chez votre marchand de peinture, enfin bon, je parle pour les gens qui nous... Non, mais là, je montre, je dis cette couleur-là. Cette couleur-là. Ne me dites pas Napoléon. Il regarde et dit, on l'a. Et une fois qu'on me l'a fourni, je dis, non, c'est pas celle-là, c'est une autre. Et ça enrichit perpétuellement la palette. Oui. Alors ça, c'est votre atelier avec 700 couleurs. Et puis vous partez sur le fait de dire, mais d'où ça vient tout ça? Comment faire du vert coloré finalement? Oui, mais c'est un peu ça. Quelle est l'histoire de ce premier verrier, cet homme qui revient d'Orient avec les secrets des couleurs? Ça doit être magique. Enfin, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle l'adepte. C'est lui l'adepte. Oui. On l'appelait, oui, l'adepte. Et c'est la seule trace qu'on ait de lui, en fait. Parce que l'adepte, ça, on connaît. On connaît l'adepte dans l'histoire. Il est... notamment Pierre le Vieil en parle au XVIIe siècle. Pierre le Vieil, il est enfant, petit-fils, arrière-petit-fils de verrier. Et on a toujours raconté qu'un homme est revenu, et il s'appelait l'adepte, donc avec un A majuscule, qui est un peu le titre alchimique de celui qui arrive à transmuter le plan en art. Et ça m'avait poursuivi parce que je me disais, quelque part, cet homme a transmuté en or les cieux plombés de l'Allemagne, vous dites. De Bourgogne, oui. D'Augsbourg, en fait. D'Augsbourg. Quand il fait ses stages là-bas. Oui. Alors cet homme, au départ, c'est un Mosan. C'est quelqu'un qui... oui, j'aimais ça. Oui, Nivard de Chassepierre. Oui. Et c'est beau ce terme Nivard, parce qu'on sait que vous vous intéressez à la toponymie. Ça se voit quand on vous dit à peu près. On sait que Chassepierre, c'est Pierre de Chasse aussi. Oui, tout à fait. Et que Nivard, c'est le frère de Saint-Bernard. C'est le frère de Saint-Bernard, et c'est aussi, ça vient de neige, c'était l'idée de partir du blanc. Donc, vous dites effectivement que c'est bâtisseur, puisque vous êtes aussi à votre manière un bâtisseur. Bon, ce sont des gens qui défiaient l'équilibre et la barbarie. Absolument, oui. C'est beau comme expression. Oui.
Comment vous et entendez qui ça? partent sur un rêve, finalement, qui est très simple, mais qui est très beau, et qui pourrait être un rêve pour demain aussi. C'est Rosal qui dit « Je veux une pierre jetée au ciel et arrêtée dans sa course ». Arrêtez dans sa course. Donc on est dans une espèce de rêve, mais qui va devenir réalité, parce que cette pierre a été dans sa course, on va la retrouver partout, à 82 places différentes. Oui. Oui. C'est le gothique, c'est la naissance de l'art gothique, en fait. Oui, ce qu'on appelle l'art gothique. Moi, j'aurais envie de dire l'art templier, quand même. L'art templier, oui. Alors, vous tenez beaucoup aux templiers, justement. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Parce qu'il y a deux écoles, évidemment. Il y a les écoles des templiers forcenés, comme ça, qui ont détruit certaines choses, et puis les templiers qui nous ont... Oui, il y a eu les templiers bâtisseurs, et ça c'est un fait réel. Oui. Et c'est cela qui m'intéresse. Même dans Bertin d'Avalon, quand je reviens aux templiers, c'est ce maître du temple qui revient finalement aux premières amours des templiers, qui est un projet de bâtisseur, effectivement. Et ils ne sont pas implantés n'importe où, ils se sont implantés sur l'enceinte du temple de Salomon, qui était une enceinte en ruine, un peu comme on pourrait imaginer aujourd'hui le World Trade Center, qui est l'endroit fort de cette époque, pour rêver d'un projet de bâtisseur. Et c'est vrai que ce temple de Salomon, c'est l'endroit dont se revendiquent tous les compagnons, les bons artisans, puisque les enfants de Soubise, Maître Jacques, d'Hiram, qui se revendiquent des bâtisseurs du temple. Donc c'est clair pour moi, ils ne se sont pas trouvés là par hasard. Ils se sont trouvés là pour revenir avec un projet, et un projet qui devait combattre l'exclusion de l'époque, qui devait transformer radicalement la société. C'est une leçon, je dirais, pour l'avenir, toute cette histoire. On ne relit pas assez l'histoire, je trouve. Alors vous relisez beaucoup l'histoire. Mais comment vous informez? Je relis ça, et parfois, à un moment donné, c'est vrai que quand il s'est passé ces événements à New York, je me suis dit, mais il y a des gens qui auront lu l'histoire, qui l'auront, et qui vont dire il faut garder cet espace pour des imaginatifs d'un autre monde, d'une autre société. Mais non, je crois que le président Bush ne relit pas l'histoire. Il refait les croisades directement. Lit-il? C'est une autre question, évidemment. Mais vous lisez, vous lisez les écrits du moine Théophile, vous lisez beaucoup de choses, et à partir de cela, vous imaginez aussi. Parce que, bon, vous êtes un historien romancier. Je ne suis pas d'abord historien, je suis un amoureux des trous de l'histoire. Oui. J'aime bien quand des domaines ne sont pas élucidés, parce que ça me permet de rêver, évidemment. Hein, Bernard, vous aimez aussi que les choses ne soient pas... Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi dans vos romans. Les choses ne soient pas signées, presque. On a l'impression que ces gens qui étaient des bâtisseurs anonymes, oui. On a quelques traces, quelques noms. Et puis, un autre rapport au temps, surtout. Mais ils ne signaient pas parce que ce n'était pas leur œuvre, c'était une œuvre commune. Et ça, c'est très beau. Hein, c'est-à-dire qu'on mourait avant d'avoir achevé, quoi. Oui, en fait. Maintenant, je ne sais pas, moi, Reims, c'est Chagall, mais c'est pas Chagall, je m'excuse, c'est des milliers d'autres personnes. Oui, on entreprenait quelque chose et puis on c'est Soulage qui devient un peu le grand maître d'une abbatiale qui n'a pas construit. On est un peu on accapare des choses. Oui, vous allez me dire, est-ce que vous ne donnez pas, à travers vos livres aussi, à vos lecteurs et à nous tous, une leçon par rapport à l'impatience, au temps qui serait accéléré, en se disant, bon, attendons, parfois il faut 3-4 générations avant d'arriver à que cette pierre soit arrêtée dans le... Oui, tout à fait, c'est un autre rapport au temps. Hein. Quand Suger dit à Niévard, je t'attends dans 8 ans. Ben, c'est énorme au Moyen-Âge, 8 années. Hein. C'est le temps du Moyen-Âge, ça. Oui. Avec des gens qui ont des vies très très courtes. Oui, la vie est courte et parfois il faut s'entendre un siècle ou deux avant d'avoir terminé un chef-d'œuvre. Mais ce qui est beau aussi, c'est de se reposer sur ce qu'ont fait
les pères, les grands-pères, et puis Respecter, aussi respecter, ça vous dites aussi. de se voir un peu comme un passage. Parce qu'on a totalement perdu, je trouve. On n'a pas de projet d'un siècle devant nous. On n'a pas de projet même pour nos enfants. Et c'est un peu ça. C'est ça qui m'a amené à écrire le Puisatier des Abîmes, en fait. Et dans Bertin d'Avalon, c'est autre chose, ça. C'est la question de renaître. Renaître, c'est renaître des cendres d'un deuil, renaître des cendres d'un... allez, ici, c'est la cathédrale romane qui est abandonnée pour une autre, hein, notamment la charte romane qui est abandonnée pour une autre construction, et qui est aussi un autre projet de vie. C'est vraiment cette question-là que j'aborde dans ce roman. Mais quand je les mettais en filiation comme ça, ou en fil rouge, c'est parce que je me disais que ce que vous avez fait après le premier roman, Le Puisatier des Abîmes, là c'est tout à fait différent, parce que vous revenez dans une période qui peut être la nôtre, ou qui est demain même, oui, c'est demain, comme si vous êtes de la science-fiction, en fait une espèce d'univers vernien, et en même temps à la Orwell, quoi, en fait, hein. Et vous dites avec Alexandre Carvagnac, voilà, vous savez, nous sommes dans un futur proche et tout est pollué, tout a été radioactivé, on pourrait dire cela. L'univers est une poubelle en quelque sorte. Et vous avez, et Carvagnac, je dis vous, Carvagnac, vous avez un projet incroyable, un projet écologique absolument extraordinaire, c'est d'enterrer tout ça dans le magma terrestre, dans le cœur même de cette planète. C'est pas le magma, hein, c'est les chambres magmatiques. Ça se trouve dans l'écorce, comment dirais-je, l'écorce terrestre. La lithosphère. Oui, la lithosphère fait à peu près 40 km d'épaisseur en moyenne. Et par endroits, disons aux endroits où il y a eu des activités éruptives, des volcans, les Ardennes, le Vivarais, les Vosges, il y a eu des poussées donc de magma. Le magma est sorti à déformer comme ça la surface de la Terre. Et en se rétractant, il a formé des poches. Et ces poches, elles existent. On les trouve sous le massif de l'Eiffel, on le trouve sous les Alpes, le Vivarais, le massif armoricain, enfin partout où il y a eu ces poussées. Et ces poches, elles se trouvent entre 4000 et 10 000, 12 000 mètres de profondeur. Et c'était l'idée de les utiliser comme puits. Comme dépotoirs. Comme dépotoirs, comme puits. Parce qu'on a besoin de dépotoirs. Et alors donc, est-ce que c'est un pamphlet écologique en même temps? Mais c'était une sorte de réponse que j'ai promis un jour lors d'une visite dans une école. J'avais rencontré une classe à propos du passeur de lumière. Je m'étais fait interpeller de façon très, très musclée par un gaillard là, qui m'avait dit « Mais il n'y a pas de projet pour demain. Vous avez tout détraqué et puis maintenant... » après vous les mouches parce que moi je parlais des cathédrales, je disais c'est des projets pour 100 ans et quel est le projet pour demain? Alors je me suis trouvé un peu le bec dans l'eau et alors j'ai dit de façon un peu bravache là, je dis moi je vais écrire un roman dans lequel il y a un vrai projet, mais un projet sur 60 peut-être un siècle et qui serait inscrit dans votre temps, dans le temps de vos enfants. Et puis cette histoire de puits m'a été donnée. J'avais vu ça en fait de façon tout à fait fortuite. Hein. J'avais offert un abonnement à Sciences et Vie Junior à mon fils. Et c'était aussi une façon de me faire plaisir parce que là je pouvais au moins comprendre. Et j'ai trouvé des géologues après cette lecture. Et c'est vrai qu'ils m'ont encouragé, ils m'ont donné des tuyaux et ça m'a permis de pousser l'idée à fond. Mais c'est très amusant parce qu'en tant que romancier, on peut mentir allègrement. Un romancier peut faire cela, quoi. Oui, donc je peux. Oui. À un moment donné, j'étais là avec un professeur de géologie de Namur et puis il me dit il y a des poches entre 4000 et 10 000 mètres. Il me dit mais pourquoi vous avez choisi 10 000 mètres? Ça coûte beaucoup plus cher.
Je dis, parce que moi, ça ne me coûte rien du tout. Je dis, sur le papier, Oui. j'ai moins de lettres en plus. Oui. Ah oui, lui, vous voyez, d'une manière un peu comme les scénarios de films dans lesquels il dit il neige, ça change tout pour le tournage plutôt qu'il fait beau, quoi, en fait. Est-ce que vous pourriez adapter ces textes au théâtre, par exemple, pour y venir? Au théâtre, pas, mais certains au cinéma, oui. Au cinéma, oui. Oui, oui. Ouais. Il y en a deux là qu'on est. On pourrait. Ouais. J'y ai pensé, cela. Mais ça pourrait se faire. Je crois vraiment que ça pourrait se faire. Parce que, je vais faire une confidence ici, quand j'écris Le Passeur, j'ai pas écrit un roman, j'ai écrit un film. J'ai pensé film. J'ai pensé film, mais d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Donc et puis j'ai retravaillé l'écriture, etc. C'est devenu un roman, et puis c'est le succès que ça a eu. Mais c'était vraiment une pensée cinématographique d'un bout à l'autre.